6 février, journée mondiale de lutte contre l'excision. Cette pratique est en baisse en Côte d'Ivoire avec une prévalence de 38%. D'Aloa, dans la région du Haut-Sassandra, le parcours de 2 femmes exemplaires. Elles s'adonnent à l'élevage pour être autonomes. Enfin, 6 février 1952, l'Angleterre endeuillée, le roi George VI succombe à une embolie pendant son sommeil. Merci de nous suivre, Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, 6 février 2017, sommes-nous capables de ne pas décrocher notre mobile? Car c'est aujourd'hui la journée mondiale sans téléphone portable. Cet événement institué en 2011 veut emmener le grand public à réfléchir à l'usage qu'il fait des cellulaires. 24 heures donc sans décrocher son mobile, pari difficile pour certains mais pas impossible pour d'autres. C'est un reportage de Godefroy Okambawa et Herman Guivet. Il y a encore quelques années, le téléphone était un compagnon discret et peu encombrant. Mais ça, c'était avant. Sa version mobile a tout changé. Plus de confort d'écoute, mêlé d'options technologiques. Alors, question, peut-on se passer de son téléphone portable? L'outil high-tech devenu au fil des ans le compagnon le plus fidèle des hommes. En moyenne, chaque individu possède un téléphone portable. Le lien entre l'homme et l'appareil est si grand que l'on est tenté de se demander si l'on peut se passer de cet appareil pendant seulement 24 heures. Pas du tout. C'est comme si on était coupé du monde. Je suis devenu un peu accro du téléphone. Quand je n'ai pas de téléphone sur moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un outil de travail d'abord, c'est un outil de communication. Et puis aussi, sans mon téléphone, je ne sais pas ce que je peux devenir. Je suis comme un homme sans repère. Le 6 février est déclaré journée mondiale sans téléphone mobile. Une journée dont la portée ne semble pas du tout perçue par les populations. Non, je ne sais pas. C'est une information, c'est une révélation pour moi. Il y a eu l'information depuis hier, grâce à ma page Facebook. Certains même ont même commenté, mais il n'y a pas eu d'autres informations. Pourquoi cette journée a été instaurée, journée sans téléphone? Le téléphone portable est consulté en moyenne 20 fois par jour, surtout chez les jeunes de 14 à 30 ans. Pour Phil Marceau, écrivain français, initiateur de cette journée depuis 2001, il s'agit de créer un cadre de réflexion autour de cet outil avec lequel, on peut se permettre de le dire, nous vivons une relation de plus en plus fusionnelle. Je vous le disais dans les titres, l'excision est combattue vertement en Côte d'Ivoire. Et cette lutte acharnée a permis de faire baisser le taux de prévalence qui passe de 43% en 1994 à 38% actuellement. Toutefois, il reste beaucoup à faire, notamment dans le district d'Abidjan, où cette pratique est préoccupante. En effet, le pourcentage de filles et femmes excisées a augmenté de 25 à 36. Ami Sissoko. Douleurs intenses, hémorragie, infection, infertilité, complications à l'accouchement sont quelques-unes des conséquences des mutilations génitales féminines, MGF, une forme de violence faite aux filles et aux femmes. En Côte d'Ivoire, la forme la plus pratiquée est l'excision. 38% des femmes âgées de 15 à 45 ans ont été excisées, une pratique qui présente d'énormes risques pour la santé de la femme. L'excision ou mutilation génitale féminine est la blessure ou l'ablation d'une partie ou de toutes les parties des organes génitaux féminins. Il y a beaucoup de risques dans la mutilation génitale féminine. Par exemple, au moment de l'accouchement, ces femmes qui ont été excisées n'ont plus la souplesse de leurs organes génitaux externes. Et au cours de l'accouchement, elles sont sujettes à des déchirures. Mais il y a aussi les conséquences psychologiques. Cet organe, c'est aussi l'organe de la sexualité. Il y a une perturbation de la sexualité de la femme. Je suis partie en excision. J'ai saigné jusqu'à... Depuis quand je suis quittée en excision là. Quand j'accouche net, on me reprend sur une brancard. Je ne peux pas marcher, je saigne. Conscient des risques de l'excision, le gouvernement et la société civile ont entrepris plusieurs actions, entre autres campagne de sensibilisation, adoption de la loi du 23 décembre 1998 pour interdire l'excision. Des actions qui portent leurs fruits. Selon l'ONG ONEF, Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille, le combat gagne du terrain. Le taux de prévalence en Côte d'Ivoire
qui était de 43% en 1994, est passé à 38% aujourd'hui. Les taux dans certaines régions ont également baissé. Par exemple, au nord-est de la Côte d'Ivoire, de 53% en 1994 à 20%. À l'ouest, de 75% à 57%. Par contre, à Abidjan, une augmentation du taux de l'excision est constatée, de 25% à 36%. À Abidjan, nous sommes passés de 25% à 36% malheureusement. Après plus d'une décennie de crise que la Côte d'Ivoire a traversée, mais les populations du nord et de l'ouest notamment sont descendues vers la région d'Abidjan et naturellement toutes ces personnes-là sont restées jusqu'au moment de l'enquête. C'est ce qui a gonflé un peu le chiffre au niveau d'Abidjan. La lutte avance, elle progresse. Cela est lié à beaucoup de facteurs. Nous avons l'engagement de la communauté internationale et puis notre pays, depuis 1998, a adopté une loi qui réprime l'excision. Et à côté de cela, il y a également la lutte que mènent de façon inlassable les ONG dans les différentes localités. Pour les acteurs de la lutte contre l'excision, la lutte progresse. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire note 5 cas de procès, dont un en cours à Danané, qui ont permis de condamner 29 personnes en Côte d'Ivoire depuis l'adoption de la loi en 1998. Aujourd'hui, nous pouvons parler de condamnation, mais il y a une dizaine d'années de cela, je dirais même 5 ans avant, on ne pouvait pas parler, on n'avait pas de condamnation. C'est une violation des droits de l'être et de la femme. Parce que l'excision nuit à la santé de la femme, elle nuit ou encore elle va même contre sa vie. La loi dit que quiconque commet une mutilation génitale féminine est puni d'1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 360 000 à 2 millions de francs CFA. La peine est portée au double lorsque l'auteur appartient au corps médical ou paramédical. Et la peine est d'un emprisonnement de 5 ans à 20 ans lorsque la victime est décédée. Pour atteindre la tolérance zéro recommandée par les Nations Unies, les acteurs de la lutte recommandent l'implication de tous. Il faut encourager toujours nos populations à dénoncer. Il faut que la loi soit davantage vulgarisée. Aussi, nous demandons l'implication de nos autorités, surtout de nos hommes. Nous demandons plus l'implication de nos élus. Pour que nous arrivions vraiment à la tolérance zéro, il faut que nous puissions avoir un programme national de lutte contre l'excision. Moi, j'ai arrêté de faire parce que tu sois exciseuse, que tu ne sois pas exciseuse, tu n'es pas au-dessus de la loi. Le 6 février de chaque année est décrétée Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines par les Nations Unies. C'est l'occasion pour tous les acteurs de la lutte de sensibiliser davantage à l'abolition de cette pratique dont sont victimes chaque année 3 millions de femmes dans le monde. Elles sont environ 200 millions de femmes aujourd'hui victimes de l'excision selon l'Organisation mondiale de la santé. Focus à présent sur des femmes indépendantes financièrement. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, 2 femmes s'adonnent à l'élevage de porcs de race améliorée. Elles proposent également à leur clientèle des tomates cultivées hors sol. 2 beaux exemples à suivre pour la jante féminine. Les explications de Thérèse Tapeyoboué. Dans le Haut-Sassandra, les activités génératrices de revenus ne manquent pas. L'exemple de Dame Lopez TCI en est une parfaite illustration. Elle dispose d'une ferme de porcs multiplicateurs. Elle fournit ainsi la région en porcin, ce qui à terme permettra au Haut-Sassandra d'être autonome en viande. Je suis venue à l'élevage de porcs par passion et puis aussi pour l'autonomie financière. Vraiment, j'arrive à faire beaucoup de choses. Déjà apporter ma petite expérience à l'ensemble des éleveurs et puis ensuite voir comment véritablement agrandir la filière dans ma région. Pour aider les jeunes de la région, Dame TCI leur a fait appel, comme c'est le cas de Bleu Doué et Hervé Kwasi. Donc il faut amener tous les jeunes Ivoiriens à pouvoir s'intéresser au métier de la terre. Je dis que ça paye, ça nourrit son homme. Ce stage-là va permettre à recevoir mon diplôme qui va permettre dans les années à venir ou bien dans les jours à venir
de travailler, en tout cas dans une ferme ou bien moi-même de m'installer à mon propre compte aussi. Comme TSI, Béatrice Touré a choisi la culture de la tomate hors sol et l'élevage de poulets, des activités qui lui assurent une autonomie financière. L'agriculture hors sol, c'est une agriculture qui peut nous aider à pouvoir maîtriser tout ce qui est autour de l'agriculture en général. C'est-à-dire quoi? Nous ne cultivons pas dans le sol, nous ne dépendons pas de la pluie. Il suffit d'avoir un point d'eau, un local pour pouvoir maîtriser tout ce qu'il y a comme contour. Je travaille, mais il faut que je puisse faire quelque chose pour renflouer un peu mes gains. Les exemples de Dame TCI et Touré doivent faire école afin que d'autres jeunes puissent bénéficier d'opportunités d'emploi. Une des préoccupations du gouvernement. Un tout autre sujet à présent en images, le salut aux couleurs désormais observé chaque lundi matin dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'emmener les écoliers et élèves à adopter les bonnes pratiques et cultiver le civisme. 2016, année la plus meurtrière en Afghanistan en raison du conflit entre forces gouvernementales et insurgés islamistes. Selon les Nations Unies, près de 11 500 civils ont été tués, dont 3 500 enfants. Une affaire d'aide aux migrants secoue actuellement la France. Cédric Héroux, un agriculteur du sud-est du pays, est dans l'attente d'un jugement du tribunal correctionnel de Nice. 8 mois de prison avec sursis ont été requis à son encontre pour avoir pris en charge 3 ressortissants érythréens en situation irrégulière. Défenseur de la cause humanitaire pour les uns, soutien de l'immigration illégale pour ses détracteurs, Cédric Héroux a beaucoup fait parler de lui depuis début janvier. En cause, un procès très médiatique dans lequel la justice reproche à cet agriculteur d'avoir aidé des migrants en situation irrégulière. Pour la plupart, des réfugiés africains arrivés dans le sud de l'Italie après avoir traversé la Méditerranée. Des enfants et des adultes qui transitent ensuite par cette vallée de la Roya pour rejoindre la France. Transporter et héberger des migrants, rien de plus normal pour cet homme de 37 ans. On n'aide pas ces gens parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont migrants ou qu'on remet une question de politique nationale ou européenne. C'est juste qu'il y a des gens en difficulté et puis ça nous paraît normal. Vous savez, moi je suis agriculteur, mon métier c'est de donner à manger à des gens et m'occuper de gens sur un point de vue alimentaire, quoi. Donc après s'il y a des gens en difficulté sur le bord de la route, etc., je les aide. Devant le tribunal de Nice le 4 janvier dernier, le procès de Cédric Héroux a déclenché une vague de soutien bien au-delà de la France. Le New York Times lui a même consacré sa une. Le procureur a dénoncé une tribune politique et a requis 8 mois de sursis à son encontre. Dans la vallée de la Roya, les habitants ont fait bloc derrière le militant. Ça remet sur le devant de la scène l'aspect fraternité de la République française. On ne peut pas être contre, on ne peut pas critiquer ce qu'il fait, on ne peut pas dire qu'il fait n'importe quoi, il est juste humain et voilà. Donc on ne peut qu'être solidaire avec l'action qu'il mène. L'aide apportée aux migrants, un honneur selon les mots de Cédric Héroux. Il affirme avoir déjà aidé 200 réfugiés et dénonce des frontières qui, selon lui, tuent et blessent. Le producteur d'œufs et d'olives a déjà prévenu, une éventuelle condamnation ne changera rien à sa démarche. Le jugement sera rendu le 10 février. Enfin, 6 février 1952, l'Angleterre pleure l'un de ses plus grands souverains, le roi George VI, père de l'actuelle reine Elisabeth II. Couronné à Westminster, dans le centre de Londres, à l'âge de 40 ans, George VI va surmonter sa timidité, son bégaiement et se montrer à la hauteur de ses responsabilités dans les épreuves de la Deuxième Guerre mondiale. Son portrait avec Franck Quadio. Le 6 février 1952, le roi George VI, père de l'actuelle reine Elisabeth II, s'éteignait dans son sommeil à l'âge de 56 ans après 15 ans de règne. George VI, appelé aussi le roi Bègue, est mort ce jour. Le jeudi 7 février 1952, France Soir annonce sur toute la largeur de sa première page la mort la veille du roi du Royaume-Uni et des dominions britanniques
après un peu plus de 15 ans de règne. Georges VI est mort. Élisabeth est proclamée reine, titre le journal. François Soir précise que le roi, qui a été retrouvé inerte dans son lit ce matin, avait succombé à une embolie pendant son sommeil. Sa fille aînée, l'actuelle souveraine Élisabeth II, toujours sur le trône, était à l'étranger à ce moment-là, faisant étape en Afrique alors qu'elle devait se rendre en Australie. Élisabeth, prévenue par radio au Kenya, a fondu en larmes en apprenant son deuil. Fils de Georges V, Georges VI, dont le prénom de naissance était Albert, avait accédé au trône malgré lui le 11 décembre 1936, après l'abdication de son frère aîné, Édouard VIII. Celui-ci avait préféré renoncer à la couronne après seulement 10 mois de règne pour épouser une Américaine, 2 fois divorcée. Enfant timide et solitaire, gaucher contrarié, Georges VI bégayait. Un défaut surmonté à force de volonté. On a encore en mémoire ce fameux discours de Georges VI radiodiffusé annonçant l'entrée en guerre de l'Angleterre contre l'Allemagne en septembre 1939 après l'invasion de la Pologne. Pendant toute la guerre, Georges VI et son épouse montreront un sens de l'abnégation et du devoir qui leur vaudra une immense popularité dans l'opinion publique. Ainsi, pendant les bombardements sur Londres de septembre 1940 à mai 1941, le couple royal restera à Buckingham Palace et refusera d'aller se réfugier dans sa résidence écossaise de Balmoral. De santé fragile, surmenée, souffrant d'arthrosclérose et d'un cancer du poumon dû à l'excès de tabac, Georges VI est mort dans son sommeil d'une thrombose coronaire au château de Sandringham après une chasse aux lièvres dans la journée. Ses funérailles auront lieu le 15 février et sa fille Élisabeth II, officiellement reine depuis le 6 février, sera couronnée un an plus tard, le 2 juin 1953. Excellente suite des programmes à tous sur RTI2.